Ça se dit pas. Ça se dit pas. Les rencontres. Les rencontres. Vive la Maïr. Vive la Maïr. Vive la Maïr, ouais. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi de vous déranger. En fait, on vient enregistrer un podcast sur la Maïr. Et voilà, je me demandais si je pouvais juste rester un petit peu, pas longtemps, prendre quelques sons, vous écouter travailler. Ça se dit pas. À la Maïr, atelier thérapeutique à Cournon-Terral. Nous, on va se mettre là. Nous, on a l'habitude de se mettre là aussi. Super, voilà. Je m'appelle Catherine David, je suis psychologue clinicienne. Je travaille sur la Maïr depuis presque 10 ans maintenant. Et donc je travaille en psychiatrie adulte. Mon parcours a fait que j'ai pu travailler dans des services d'hospitalisation temps plein, dans des CMP et dans des hôpitaux de jour, dont celui de la Maïr qui est aussi un hôpital de jour, en plus d'être un atelier thérapeutique. J'ai travaillé dans le secteur privé et depuis maintenant presque 20 ans dans le secteur public. C'est par choix du coup, secteur public? Tout à fait. Par choix de travailler à l'hôpital, parce que le secteur public c'est pas que l'hôpital, mais de travailler à l'hôpital, de travailler en psychiatrie adulte aussi, c'était un choix. Et de pouvoir travailler avec des équipes pluriprofessionnelles, c'était aussi une volonté. J'ai travaillé sur 2 structures différentes chaque fois, donc j'avais toujours 2 lieux de travail. Okay. Ce qui pouvait être aussi agréable, j'imagine, de Tout à pouvoir fait. un peu... Ça devait vous changer un peu d'environnement Ah, aussi. complètement. Oui. Psychologue Okay, itinérante. Bravo. C'est quand même une structure qui existe depuis plus de 30 ans. Ok. Voilà. Qui a toujours fait partie du CHU. Qui a toujours fait partie du CHU. D'accord. Mais il faut savoir qu'on n'est ici que locataire, le CHU n'est ici que locataire, et en fait on est locataire d'une association qui s'appelle l'ASPA. D'accord. L'association Saint-Pierre Avenir qui gère beaucoup de structures sur Montpellier et beaucoup de logements, essentiellement à destination des patients de la psychiatrie. D'accord, je connaissais pas du tout. Voilà. Donc on est locataire de l'ASPA, donc il y a un projet commun entre le CHU et l'ASPA que de mettre à disposition ce lieu pour pouvoir accueillir un service de psychiatrie qui propose donc un accueil tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, en hôpital de jour, pour accompagner les patients avec un médiateur qui est le travail. D'accord, oui. Voilà. Donc ici on a 5 ateliers différents qui sont les espaces verts, le jardin, ou le maraîchage, le service restauration qui s'occupe de l'entretien du lieu et de la cuisine, la peinture sur bois et la tapisserie sur meubles. Voilà, ce sont les 5 ateliers par lesquels les patients passent au début, pendant une période qu'on appelle un stage de 5 semaines. Donc ils passent par tous les ateliers. Ah c'est ça, ils passent par tous les ateliers pendant 5 semaines, d'accord. Ça fait longtemps que vous êtes à la Maïr ? 15 jours. 15 jours, d'accord. Ouais. Et vous ? Moi, ça va faire 2 mois comme ça. D'accord. Et ça vous plaît ? Ouais, ça me plaît. Ouais. Tu fais quoi, toi, du coup Jardin, on s'occupe des moutons, on s'occupe aussi des poules. On est dans la maison, on regarde s'il y a des œufs et tout ça. D'accord. Et les moutons, on a vu qu'ils... Oui, ils sont plus là. Ils sont là-bas. Vous les avez bougés ? On les a sortis. D'accord, ok. Et quand vous rentrez à la Maïr, vous pouvez rester combien de temps, en fait ? Je crois que c'est 3 ans maximum. 3 ans, d'accord. Ouais. Et le but, après, c'est que vous ayez... C'est d'aller en ESAT. D'aller en ESAT, ouais. D'accord. Ou alors s'orienter vers un boulot. Quand vous travaillez ici, vous êtes payé ? Vous êtes rémunéré ? Il y a un petit pécule, ouais. Un petit pécule, ouais. D'accord. 200 €. Ok. Alors, les poules. Praline, caramel. Mais être poule à la Maïr, ça veut dire quoi ? Comment vous passez vos journées ? Oui. Oui, d'accord. Je comprends.
Elisabeth, infirmière de secteur psychiatrique. Donc, j'ai toujours travaillé en psychiatrie. Alors au départ, c'est parce que les études étaient payées. Dans la première intention, parce que je connaissais pas trop la psychiatrie, enfin, c'était pas... Et vous avez décidé de continuer c'est en psychiatrie. Ok. Après, je pense qu'effectivement, l'insertion professionnelle, c'est quelque chose, ou l'insertion en tout cas, qui était déjà dans mes pensées, parce que mon mémoire de fin d'études, c'était sur l'insertion. D'accord. Donc, Ok. je boucle la boucle. Oui, c'est marrant. Voilà. D'accord. Donc vous travaillez essentiellement à la Maïr. Que à la Maïr. Que à la Maïr. D'accord. Ok. Sur l'atelier jardin. Oui, parce que du coup, les infirmiers ici s'occupent des ateliers. Voilà. Après, ça reste des soins à médiation, hein. Mais par le biais de travail, voilà, voir. Après, c'est pour voir si les personnes peuvent vraiment se projeter vers construire un projet de travail ou s'il faut aller vers d'autres Et choses. le jardinage, vous avez toujours pratiqué, c'est quelque chose que vous aimez ou pas du tout? Vous avez découvert? Après, j'aime bien, hein, je suis plutôt de la campagne en fait. Ouais, d'accord. Mes parents étaient agriculteurs, quoi, donc Ah oui, quand même, je connais ok. un peu. Ouais. C'est sûr que ça doit être bien différent du métier d'infirmier tel qu'on peut le connaître au sein d'une structure hospitalière ou à la Colombière ou des choses comme ça. C'est sûr que c'est différent, quoi. Oui, mais après voilà, ça reste, enfin, pour moi c'est vraiment ce qui peut créer la médiation de la relation, quoi. En fait, c'est vraiment ce qui est le plus important, et que effectivement quand on est dans le travail, on va pas forcément parfois, enfin, parler de ses émotions, c'est pas toujours facile, et que par le biais du travail, on va pouvoir évoquer certaines choses. Mais après, c'est au fil du temps aussi que l'on se forme et que l'on va appréhender la relation d'une autre manière. Enfin, on bouge tout le temps. Toutes les rencontres, pour moi, me font bouger de manière. En fait, c'est vraiment... Et je pense que ça devrait être pareil pour même, quel que soit le service où on est, quoi. En fait, on bouge des rencontres que l'on fait. C'est voir comment, après, effectivement, la personne appréhende sa maladie, quoi. En fait, et lui permettre de mettre des mots dessus. C'est pas toujours facile, par contre, surtout quand on n'a pas l'habitude, quoi, de parler de soi et comment on va pouvoir mettre des mots sur ce qui nous préoccupe. Bonjour. Le bon. Bonjour. Ça va, vous allez bien? Oui. Ah ouais, on va le casser à deux. J'ai commencé en novembre et après ça m'a vite plu, et grâce à Benoît, il m'a présenté un taxi. Enfin, du coup, tu peux prendre un taxi. Ah oui, pour venir. Pour venir jusqu'ici. D'accord. Parce que vous, toi, t'habites où, par exemple? Moi, j'habite plus vers Latte, là-bas. Ah oui, ok. Donc, c'est un peu loin. D'accord. Pour le trajet, si j'avais pas ça, j'aurais pas pu faire la Maïr. Ouais. C'est se réveiller tôt, prendre les transports en commun, ça me prendrait trop de temps. Il s'appelait Maxence, il m'a dit que je pouvais prendre... Maxence, Ça s'appelle plus Maxence? Si. Il m'a dit, il m'a arrangé le coup et j'ai pu prendre le VSL grâce à lui, quoi. D'accord, ok. Chacun ici, ils habitent très loin. Certains habitent loin. Hein. Toi, t'habites où Moi j'habite à Lodève. Ah oui. Oui, d'accord. Lodève, Ah ouais, comment tu fais du coup pour venir? Mais je viens en VSL. VSL. C'est combien de temps pour venir, Samir? 50 minutes, non? Un truc comme ça? Ouais, un truc comme ça, ouais. Ouais, il y a de la route quand même. En fait, c'est vous qui avez fait la démarche pour être ici? Ou on vous a conseillé le lieu? On vous a... On m'a conseillé Toi, on te l'a proposé, en fait. C'est un personnel soignant, en fait, qui t'a dit il y a ça, on peut te proposer ça. Ok, d'accord. Moi c'est l'hôpital de jour de Lodève. D'accord. Et avant ça, vous aviez déjà travaillé dans les espaces verts ou dans le... Non, jamais? On avait fait des essais dans l'espace vert. Ok. Bon, moi, en tout cas, je me sens bien ici. Quand il y a une bonne ambiance, ça va. On rigole. Tout le monde s'entend bien. Ouais, C'est vrai que les gens rigolent beaucoup ici. Ouais. on se charrie, on se fait chier. Ok. Mais Et vous, c'est quoi votre profession? Moi, je suis artiste. Et à côté de ça, avec Marie notamment, on fait de la paire et danse en psychiatrie. De la paire et danse? La paire et danse, c'est-à-dire que... De la danse aussi? Non, en fait... Enfin, moi, Marie ouais, est je pensais. danseur aussi. Non, en fait, la paire et danse, c'est quand tu as été ou que tu es encore patient, notamment en psychiatrie, et que
es rétabli ou en voie de rétablissement et que du coup tu aides, conseilles, soutiens d'autres personnes qui traversent un peu les mêmes choses que... Divertir les gens qui sont dans les hôpitaux. C'est pas juste divertir, c'est vraiment essayer d'accompagner, enfin de conseiller. C'est aussi faire le lien en fait entre les patients et les soignants. Ouais. Tu vois, faire un pont Jamais. entre il les est deux. déjà écrit. Oui. C'est pas écrit comme il faut. Et puis c'est aussi Ah non, c'est pas moi. C'est peut-être, pouvoir retranscrire des choses, une Benoît réalité avec en fait. un- Tu vois c'est un que chapeau. Ouais, ça doit être difficile à faire. Ça dépend. on laisse pas vraiment la place en fait au développement de la pérédance quoi. Donc ça Non, peut- d'accord, mais ça m'étonne pas que ça soit comme ça. Disons que c'est en train d'émerger, mais par rapport à d'autres pays, il y a d'autres pays où c'est vraiment dans tous les hôpitaux, il y a des pères aidants, des machins, mais en France, on a beaucoup de retard. Ça se dit pas? Ça ne se dit pas. Alors, il faut savoir qu'on est 2 psychologues ici sur la Maire. Voilà, ma collègue qui a un petit peu plus de temps que moi et moi qui la complète. Et donc, chacune, on se répartit les patients qui arrivent à la Maire. Et donc, oui, on les accompagne tout au long de leur parcours à la Maire. Déjà pour les aider à arriver ici, parce que c'est pas forcément évident, parce que certains patients n'ont jamais travaillé ou certains patients ont peu d'interactions sociales, donc ça fait beaucoup de choses quand ils arrivent ici à gérer et à digérer. Nous faisons un suivi psychologique et on les aide un petit peu à réfléchir à leur projet. Alors plus globalement leur projet de vie, mais plus spécifiquement leur projet professionnel. Savoir s'ils se sentent prêts à aller travailler. Puisqu'ici, nous accompagnons donc des patients essentiellement vers le milieu protégé, ce qu'on appelle les ESAT. ESAT hors mur. On les accompagne essentiellement vers ce type d'orientation. Parfois, il arrive qu'on change les projets parce qu'eux-mêmes expriment le besoin de faire une formation ou d'aller dans le milieu ordinaire, mais voilà, la majorité des patients qu'on accompagne, c'est vers le milieu protégé. On part vraiment du désir du patient, du projet du patient, et on l'aide à le faire évoluer, ce projet, ce désir-là, parce qu'ici, ils se heurtent au principe de réalité, c'est-à-dire que entre le moment où ils disent j'aimerais bien travailler et le moment où ils travaillent ici réellement, c'est un petit peu 2 choses différentes et la phase de concrétisation est parfois difficile parce que pour certains, ils ont des traitements psychiatriques parfois un petit peu lourds, du fait de leur symptomatologie et donc c'est parfois pas très compatible d'avoir ce type de traitement là qui fait baisser leur vigilance, qui génère beaucoup plus de fatigue et de combiner ça avec une activité professionnelle. Ouais, donc là, vous gérez cette transition en fait et cette prise de conscience aussi, j'imagine. Oui, tout à fait. Après, on travaille aussi de concert avec la psychiatre de notre structure qui est le docteur Dragonou, avec qui on fait un lien en permanence sur comment vont les patients ici, comment ils évoluent au sein des ateliers, comment ils évoluent au sein du groupe par rapport à leurs interactions. Parfois certains arrêtent leur traitement et on s'aperçoit rapidement qu'il y a une recrudescence parfois délirante, parfois un repli social important, parfois des traits paranoïaques qui surviennent, où ils se méfient un petit peu de tout le monde. Donc il y a beaucoup de choses qu'on observe ici. On fait aussi un travail très étroit avec les infirmiers sur comment les personnes sont dans les ateliers pour qu'ils viennent nous dire mais ça va pas, est-ce que tu pourrais voir telle personne parce que je la trouve pas bien aujourd'hui. Et parfois même ce sont les patients qui nous disent mais j'aimerais bien vous voir aujourd'hui. Voilà. Alors des fois c'est pour fuir l'atelier parce qu'il y a une tâche qu'ils n'ont pas envie de faire. Donc, la solution toute trouvée c'est d'aller voir la psychologue. Ça me rappelle quand j'étais au collège et que j'allais voir le truc d'orientation. Moi je me rappelle des fois on était plein à demander d'aller à l'infirmerie. Je peux aller à l'infirmerie. Voilà, même si des fois c'est pareil avec l'ergothérapeute. Est-ce que je peux aller voir l'ergothérapeute?
Alors moi je m'appelle Nadia Roufano, donc je suis ergo depuis l'an 2000, donc ça commence à faire quelques années maintenant. L'an 2000. Et oui, j'ai été diplômée en 2000, je fais mon école à Montpellier. Donc dans mon parcours, moi en fait j'avais pas du tout commencé mon parcours professionnel en psychiatrie. Moi j'étais purement ce qu'on peut appeler un ergo en rééducation. Ouais. J'ai travaillé beaucoup en neuro, en rhumato, un petit peu partout. Dans le CHU, je suis venue sur le tard en fait en psychiatrie. D'accord. Après avoir écoulé un petit peu tous les secteurs pour des raisons de santé. Donc en fait je suis venue en psychiatrie parce que c'était plus simple pour moi de moins bouger mes articulations. D'accord. Donc du coup je suis passée de rééducateur fonctionnel qui ne l'était plus trop à quelqu'un qui réadapte en fait toutes sortes de handicaps invisibles en fait. Ouais. Voilà. Et du coup j'ai appris beaucoup en psychiatrie sur la Colombière. Donc je m'occupais de tout ce qui était secteur adulte et la moitié de mon temps j'étais en addictologie. Et après j'ai arrêté d'être en addictologie parce que une de mes collègues s'en allait de la Maïr et que je n'en avais absolument jamais entendu parler et que du coup je cherchais aussi un poste qui soit différent des structures lourdes comme la Colombière avec des pavillons fermés, ouverts et tout ça. Oui. Je voulais avoir un autre côté de la psychiatrie parce que moi je suis comme ça, j'ai toujours besoin de faire d'autres trucs. Donc on a échangé nos postes, elle est partie sur un autre poste et moi du coup j'ai partagé mon temps de travail entre le matin la Maïr et l'après-midi ici sur la Colombière en secteur intra-hospitalier. Donc voilà, et donc j'ai découvert la Maïr et tout ce qu'on pouvait faire. D'accord. J'aime beaucoup mon travail là-bas. Et alors concrètement, votre travail là-bas, justement, ça consiste en quoi ? Oui, alors concrètement, le travail d'un ergothérapeute sur la Maïr, initialement, là aussi, on va être plus dans la réadaptation, hein, puisque le projet de la Maïr, c'est quand même réadapter des personnes qui ont un handicap psychique à mettre en place un projet professionnel, mais pas que ça. On va prendre en charge beaucoup de choses avec eux sur leurs habitudes de vie, leur quotidien, les transports, le budget, ça peut être tout et n'importe quoi. On va vraiment les accompagner sur tout ce que représente une personne dans sa globalité en fait. Et donc ça c'est très ergothérapeute de prendre la personne dans sa globalité, c'est-à-dire que mon rôle dans un premier temps, moi l'ergothérapeute, je vais intervenir généralement une fois par semaine, je vois le patient pendant sa mise en situation pour faire avec lui une première séance, je fais un bilan un petit peu des capacités cognitives. Alors, c'est pas un test de QI. Ça, c'est pas du tout ma fiche métier. C'est pas du tout mise en évidence. Voilà, c'est vraiment une évaluation cognitive assez globale sur sa mémoire, ses capacités de concentration, voir un petit peu ce qui est acquis, ce qu'on peut travailler, et là où il y a des réelles difficultés, ce qui correspond souvent à l'impact des symptômes de la maladie. Donc voilà, donc ça fait un premier état des lieux, puis ça permet aussi d'échanger avec les équipes, de dire, bah voilà, cette personne-là, la concentration, ça va être compliqué, donc plutôt lui donner les consignes au fur et à mesure et pas tout d'un coup parce qu'il va les oublier. Voilà, ça permet déjà d'avoir un plan d'action pour la personne, pour l'accompagner. Une deuxième séance, je vais tester son apprentissage sur une tâche qu'il ne connaît pas. Donc là, bêtement, je lui fais plier un origami. Oh là là, alors ça c'est horrible. Celui-là, il est un peu facile, mais il a beaucoup d'étapes. Moi, j'ai une dyspraxie et du coup, c'est... Voilà, donc ça permet, justement, vous voyez, ça permet de voir ces petites difficultés-là et du coup, de ne pas le lancer sur un atelier où ça va être que des choses extrêmement minutieuses. Hein, tout ça, c'est pas dans le but de le mettre en difficulté. Sûr, c'est vraiment dans le but de pallier à ses handicaps, de trouver des solutions, de le faire progresser sur ce qui dans le maintien de ses capacités et aussi d'orienter un projet qui soit cohérent par rapport à ce qui le gêne dans la vie. Elle est trop... Allez Mélanie. Merci Emmanuel. On est en train de gagner. Bonjour. Bonjour. Oui, ça fait longtemps. Ah ouais. Ah, vous me connaissez ? Oui. Ouais. Je vous présente Florie et Marie. Ouais. Ça peut être important, ça peut venir rythmer une journée, avoir des relations sociales, mais c'est pas toute une vie quoi. Il
faut aussi les à côté, quoi, en fait. Et que parfois, le travail, c'est aussi trop compliqué, parce que ça peut être source de stress. Il y a des gens qui ont envie de performer, de toujours être... et que c'est épuisant, quoi, en fait. Après, les personnes qui commencent à se dire pas, c'est souvent parce qu'elles se mettent trop de pression. Comme si c'était une revanche sur la maladie. Et c'est vouloir... sans la prendre en compte, quoi. En fait, c'est aller plus loin que ses propres limites, quoi. Je comprends. Et du coup, à ce moment-là, vous êtes là pour essayer, en tout cas, voilà. Après, ça marche pas toujours, mais c'est essayer de... Il peut y avoir 15 troubles bipolaires, 15 schizophrénies, il n'y aura aucune qui sera la même. Parce que c'est vraiment un lien avec l'histoire de la personne et la personnalité. Et la personnalité aussi. Oui, donc en fait, c'est vraiment... En fait, chaque personne, pour vous, c'est vraiment une rencontre. C'est ça. Et vous partez vraiment d'une base neutre, en fait. Je trouve que le fait qu'il y ait une médiation, ça facilite tout. Ouais, d'accord. Parce que quand il y a juste... quand on va rencontrer une personne pour un entretien, c'est pas forcément... Ça peut être compliqué à des moments, parce que la relation, elle se crée pas de la même manière que là, par le biais du travail. Parce que, par exemple, on peut être nous-mêmes... moi, parfois, je peux être en difficulté au travail, ou je sais pas. Par exemple, cette année, les salades, elles sont pas bien poussées. Et du coup, je me pose des questions et je fais appel aussi aux ressources de chacun, quoi. Parce que je me dis pourquoi. Et alors, tout le monde, aussi bien les patients que les soignants, vont donner ses hypothèses. Et c'est comme ça que c'est génial, quoi. C'est trop bien. Et vous avez récolté les choux raves déjà ou Oui, on n'a pas vu les choux raves. Non, mais ils n'ont pas trop pris. Il y en a quelques-uns. Mais... C'est ça. On est des grandes fans de choux raves. Ah oui, grands fans de choux raves, effectivement. Mais on a vu les betteraves. Ouais, elles sont belles, hein. Ouais. C'est la première année qu'on a réussi comme ça. Ouais, elles sont chouettes, ouais. C'est vrai qu'elles sont belles, Bonjour, alors ça fait quoi d'être betterave à la Maïr ? Franchement, on est bien, hein. Ouais, vous êtes bien ? Ouais, moi, franchement, je suis tranquille, là, je fais ma vie, il fait chaud, on est bien entourés. Qu'est-ce que t'en penses, Brandon ? Écoute, oui, moi je trouve qu'on pousse bien, il n'y a pas à dire, on pousse bien. Hein. On se sent utile, on se sent moins bête. Moins betterave, oui. Comment on dit betterave en croate ? Cikla. Un des fondements de l'ergothérapie, c'est tenir compte du patient dans sa globalité et de ses habitudes de vie. Il n'y a pas que le travail dans la vie. Ouais. Et donc souvent, ce sont des gens qui sont très isolés, qui ont des interactions sociales compliquées, voire pas d'interaction sociale, des difficultés pour les comptes, pour tenir son appartement ou en recherche d'appart, beaucoup de timidité, des problèmes pour les transports. Donc ça, moi, je fais un état des lieux de tout ça, de la qualité de ses habitudes de vie et de comment je vais pouvoir l'aider au quotidien. Un peu comme un coach de vie. Mais votre coach de vie. Coach de vie pour les patients de la Maïr. Ouais, ici, bien plus qu'un coach de vie. Qu'est-ce que les coachs de vie? Ah oui, coach de vie avec les connaissances en santé mentale, avec mes outils à moi d'ergothérapeute pour pouvoir avoir des échelles de guidage. J'ai fait de la TCC, donc on travaille beaucoup sur les mécanismes de TCC avec des choses à mettre en place pour diminuer justement des schémas qui sont pas adaptés et en créer des nouveaux. On travaille sur l'estime de soi, sur la motivation. Très dur de se motiver tous les matins quand ça fait des années qu'on n'a pas travaillé, etc. Et à mettre en place des choses, un équilibre. Nous, c'est notre truc à nous, les ergots, l'équilibre occupationnel. Moi, je vais avec les patients, je bouge avec eux. Oui. Je prends le bus, on va chercher des trucs, on fait des courses. L'idée, c'est de leur apprendre certaines façons de fonctionner ou c'est de leur dire, ok, toi, ton fonctionnement, il est comme ça, voilà comment tu peux cheminer avec ton fonctionnement dans cet Alors, ça serait plus un peu ça. En fait, nous, on veut qu'ils aient une meilleure qualité de vie et qu'on prône le rétablissement en santé. On sait que la maladie mentale, quelle qu'elle soit, la santé psychique, c'est souvent chronique. Et le médicament va stabiliser, mais donne aussi des inconvénients sur sur plein d'autres aspects. Oui. Et en fait aussi, c'est un peu de l'éducation thérapeutique. Ça aussi, ça fait partie de notre rôle. C'est que le patient, en effet, doit apprendre à fonctionner avec ses difficultés et mettre en avant les choses qui vont bien, ça va être sa force. Et les difficultés, on est censé trouver des outils pour vivre avec, les contourner et faire avec, en fait, dans la vie de tous les jours. Et moi, je suis censée l'aider à trouver ces outils-là, un petit peu fortifier ces outils-là pour que ça devienne une sorte d'automatisme et qu'il ait une meilleure qualité de vie malgré une maladie
chroniques. Le handicap, moi je pense que c'est tout ce qui soit visible ou invisible qui met la personne en difficulté pour accomplir, se réaliser aussi la plupart des choses de la vie en fait, que ça soit la vie sociale, la vie professionnelle, les compétences intellectuelles et l'autonomie aussi, à domicile, vivre de manière autonome et savoir s'occuper, savoir investir les choses, tout ça, ça va avoir un impact. Et en fait, en santé mentale, ce handicap-là touche toutes ces sphères-là. Et nous, on va travailler là-dessus. Nous, on est autistes, par exemple, et il y a des choses qui découlent vraiment de notre fonctionnement ou de, par exemple, les difficultés sensorielles, c'est notre cerveau. Hein. Mais n'empêche que la société dans laquelle on vit ne nous aide pas non plus. C'est-à-dire quand on va faire des courses, on nous bombarde de musique et de... Vous voyez, il y a des choses qui pourraient être faites. C'est un exemple parmi stimulation. Oui, d'autres. Je comprends. Et dans un environnement, une société validiste aussi, qui fait qu'on doit faire des efforts pour s'adapter. C'est pour ça que je pense que déjà ce que vous faites, c'est très important, parce qu'en fait, j'interviens aussi à l'école d'ergothérapeute, je suis enseignant vacataire, donc je fais tout ce qui est psychiatrie et addictologie, et c'est vrai qu'on essaye de vraiment, l'école nous demande d'apprendre à ces jeunes étudiants de déstigmatiser un peu les choses, parce que c'est vrai que du coup tout est stigmatisé, l'handicap est toujours mis un peu de côté. Et on pense, comme vous dites, ça fonctionne sur une société où tout le monde est censé aller bien, et on ne se rend pas compte des difficultés des autres. Peut-être nous, soignants, quand on est soignant, on se rend compte, mais se rend-on vraiment compte des difficultés du quotidien de ces personnes-là? Et c'est quand je pense qu'on arrive vraiment à les côtoyer. Comme on fait à la Maillère, c'est tellement un accompagnement sur du long terme que moi, des fois, j'ai l'impression vraiment d'être dans leur vie et je me dis, mais c'est des trucs, je me dis, mais nous, on fait ça de manière automatique. Pour eux, ça leur demande tellement de ressources pour sortir de chez eux, pour prendre le bus, pour l'angoisse du monde qui rentre dans le bus, gérer la tachycardie. Ça nous parle beaucoup bien. Et oui, non mais voilà, et je pense que ça et c'est des trucs, on ne se rend pas compte. Et donc c'est vrai que déstigmatiser la santé psychique, l'inclure dans le quotidien de tout le monde, c'est pas parce qu'on n'a pas un fauteuil roulant qu'on souffre pas d'autre chose et que c'est pas difficile. On fait bien des plans inclinés dans tous les bâtiments administratifs et tout ça parce qu'on doit être lié au handicap, mais qu'est-ce qu'on fait pour les handicaps qui ne se voient pas ? Voilà, c'est ça qui est un peu plus compliqué. Et je pense que votre démarche, la manière dont maintenant la psychiatrie change, où on est plus dans un projet pour le patient et de moins en moins d'institutions, plus un projet de l'aider dans son quotidien, dans une qualité de vie à vivre avec sa maladie. Donc connaître des outils pour s'aider et en accepter et faire avec. Et voilà, ou déjouer un petit peu les choses du quotidien en lui donnant des pistes. Ça, c'est de l'éducation thérapeutique et je me dis que ça peut être une bonne piste aussi pour que tout le monde... on commence à former les familles, il y a des choses qui bougent. Ça, c'est une base. Hein, alors, j'allais dire, parce que vous parlez d'éducation thérapeutique, vous travaillez avec des pères aidants un petit peu ? Alors, pas spécialement sur la Maillère, puisqu'on est plus dans un projet de travail et que c'est vrai que n'y étant que le matin, je peux pas non plus faire tout ce que idéalement j'aurais envie de faire, parce que j'ai plein d'idées dans ma tête, mais on le fait ici un peu plus. Voilà, donc il y a plusieurs programmes qui existent sur le CHU, donc moi je sais que j'ai fait le programme Bref, c'est les pères aidants familiaux, toute pathologie psy, et j'ai pas eu spécialement... vraiment l'occasion de le faire. D'accord. Le secteur où je suis ne veut pas en entendre parler, c'est pas leur manière de faire. Dommage. Nous, on va éduquer un peu, éduquer et un petit peu sensibiliser à la santé mentale en général, plutôt les partenaires avec qui on est maintenant depuis quelques temps, qui sont les ESAT avec qui on travaille. Oui, d'accord. Voilà, je pense que Madame David vous a peut-être expliqué. Donc c'est vrai qu'on a fait dernièrement cette année avec Elisabeth, d'ailleurs ma collègue, la psychologue, l'autre psychologue, Madame Vidal, et Madame Veillard, l'assistante sociale, on est allé faire sur un ESAT à Villeneuve Non, c'était à Saporta. On est allé faire une petite après-midi de sensibilisation et c'était très très intéressant et c'était à leur demande. D'accord. Voilà, ça, histoire de mieux prendre en charge leurs travailleurs. Moi, c'est un truc que j'adore, c'est que faire ce travail-là de partenariat et d'arrêter que les gens ils aient peur de la santé mentale. Et je trouve que c'est quand même très important. Bien, je pense au niveau des soignants qui commence à y avoir cette chose de déstigmatisation. Oui, mais ça c'est vraiment dans la tête des soignants depuis un bon bout de temps. Là, je pense c'est bien, et en même temps, nous aussi on est à côté et on a la liberté de personnes concernées avec un recul aussi sur une société validiste. Et du coup, nous,
Notre plan aussi, c'est de déconstruire ce validisme. Nous, notre plan, c'est de changer le monde, clairement. Mais c'est ça. C'est quelle belle utopie. Moi, si vous voulez, j'ai plein de choses à changer. En fait, j'aimerais bien que ça marche. On parle pas d'inclusion, on parle de neurodiversité et de diversité. On parle pas d'une inclusion dans une norme, en fait. Et ça, nous, on a encore un degré. Et peut-être parce que vous êtes pleinement concernés. Moi, j'ai quand même mon étiquette de soignant. Et c'est vrai que du coup, moi, voilà, quelque part, notre but, nous, on est content quand ils arrivent à trouver un travail. Bien sûr. Je remettais pas du tout ça en question. J'ai bien entendu, mais je veux dire, c'est vrai que ça, il faudrait qu'on ait aussi cette sphère-là encore plus. Mais je pense qu'on est chacun à nos endroits, en fait. Oui, c'est ça, c'est complémentaire. C'est ça. Après, ici, c'est quand même une grosse institution. Oui, et il y a du boulot encore. Mais on est là, il y a du boulot pour ouvrir un peu les œillères un peu de tout le monde. Les moyens, les hiérarchies, exactement. Les moyens financiers. Mais nous, on aimerait bien faire des interventions au CHU. En vrai. Moi, j'ai été suivie toute ma jeunesse. Ce serait assez chouette, quoi, de pouvoir venir. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que vous trouviez plus d'entrées ? Tout simplement que les soignants soient intéressés. C'est-à-dire que nous, on fait des interventions de sensibilisation. On vient partager notre expérience. On fait des ateliers podcast aussi, qu'on peut faire avec les patients. Où on leur donne, l'idée c'est de leur donner leur voix en fait. Et nous on a déjà fait ça au 3 Bicef à Aix-en-Provence. C'est un centre d'art qui est au milieu d'un hôpital psychiatrique. Et après voilà, il faut qu'il y ait des moyens en fait. En effet. C'est une réorganisation aussi. Du temps, l'espace, le lieu, voilà, tout ça c'est. Après ça dépend parce que nous on peut faire des interventions qui sont vraiment ponctuelles. On peut venir une fois. C'est ça l'idée. Une fois sur 2 heures par exemple. Ou effectivement si on prévoit un atelier, là ça va peut-être être plus sur plusieurs jours par exemple. Un de mes patients. C'est vrai qu'on pourrait. De la Maillère. Et François il me reconnaît. Il me reconnaît. Parce que quand on l'a pas vu François quand on y était. Il y était pas. Il y en a ici, ils viennent mais ils veulent aussi trouver un ESAT, un lieu pour aller travailler en ESAT. Oui, rapidement. Quoi. Moi aussi, si j'attends mon ESAT, je sais pas combien de temps. S'il faut rester 2 ans ici, je resterai 2 ans. Ok. Jusqu'à mon ESAT, qu'ils aient trouvé mon ESAT. En cuisine, quoi. C'est dur d'avoir des places en ESAT, il n'y en a pas beaucoup. Déjà, il n'y a pas beaucoup de place pour ici, déjà. Les ateliers, il y en a... comme Benoît, c'est overbooké, ils sont au moins 5 ou 6 parfois. Il y a beaucoup de demandes. Il y a beaucoup de demandes, et pas beaucoup de place. D'accord. La dernière fois, on était 28 hier, c'est le dernier, on était 28 hier. Il n'y avait plus de cuillère. Voilà, c'est... Là, on peut pas aller plus loin que ça. Je pense que là, on est au complet, les prochaines qui veulent venir, ils ne vont peut-être pas venir parce que on est overbooké quoi. Ouais, d'accord. Bah oui, des lieux comme ça, il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a pas assez en fait. Les demandes se font. Ouais. Et après, quand on y est, il vaut mieux rester parce que si on veut y revenir, peut-être qu'il n'y aura pas de place. Voilà. Et je vois que vous êtes quasiment que ou beaucoup d'hommes. Oui, il n'y a pas beaucoup de femmes. D'accord. Les patients, c'est plus des mecs. Mais d'ailleurs, vous êtes un peu le clan des mecs et là-bas, il y a le personnel soignant avec les 2 personnes le personnel soignant, je pense, des femmes. C'est assez marrant. Il y a un qui s'appelle Christophe, qui est infirmier aussi. D'accord. Il est à la Réunion là maintenant. Ouais, il est en train de faire son truc. Il n'est pas à la Réunion, il est à Lille. Ah d'accord, ok. Il est pas en réunion. D'accord. On travaille le matin et après on déjeune vers 1h. Tu vas fumer lequel, Jamel? Tu veux fumer lequel entre les deux? Moi des fois j'aime pas être assis et rien faire et faire que fumer. D'accord. Du coup je joue aux échecs avec quelques patients qui savaient jouer. Et toi du coup je t'ai pas demandé, t'es là depuis combien de temps? Moi ça fait depuis décembre dernier. Ok. Et j'étais venu il y a 4 ans pour aller en ESAT. Pareil, j'avais le projet d'aller en ESAT, j'avais fait tout le club à la Colombière. Ah oui, je suis passée moi aussi au club à la Colombière. Je savais pas quoi faire pendant 6 mois et j'ai appelé la mère et ils m'ont dit mais viens, c'est trop cool,
Et ça te plaît? Ouais. Mais surtout ça m'occupe. Non. Ouais. Si je reste à la maison à rien faire, je sais pas, tu prends du poids, et les délires ils sont revenus un peu et tout. D'accord, ouais, vaut mieux être occupé. Vaut Quoi. mieux être occupé, ouais. D'accord. Est-ce que, je sais pas, est-ce qu'il y aurait des choses que vous auriez envie de nous dire sur ce lieu, sur... C'est bien. C'est bien? Bah ouais. Ok. Ça donne du sens à la vie. Ça garde occupé, ça donne du sens. On crée du lien aussi, Ouais. On crée du lien Je et pense que ça commence par là. Et puis on est presque à la campagne, donc c'est cool. Oui, le cadre est assez... Bah ouais. Après, ce que j'aime bien, c'est que ici les gens, les soignants nous vous voient. Hein. Oui. Je trouve qu'ils nous vous voient et je trouve ça respectueux. Ça, c'est intéressant. Ouais. C'est un truc que j'ai noté. Je comprends, oui. Mais des fois, je me disais pourquoi vous ne me tutoyez pas, par exemple. Mais c'est bien qu'ils gardent la distance quand même un petit peu. C'est une marque de respect. C'est une marque de respect, ouais. Je trouve que c'est bien respectueux de faire ça. On peut pas trop s'attacher, j'ai l'impression ici. C'est mort. Je sais pas si on peut vraiment s'attacher. Ça se dit pas. Faudrait que je le note. Ça se dit pas. Ça se dit pas. Ouais. Ok, je vais essayer. C'est comme le Routard, le film Le Routard. Ah, j'ai pas vu. Vous l'avez pas vu? Non. Il passe dans plusieurs endroits d'un pays. Et c'est ça le film, il va noter comment c'est la cuisine là-bas en Libanais. Et il note des endroits touristiques pour ensuite... Nous on fait ça avec la psychiatre. C'est ça, mais avec le milieu de la psychiatre. Bah, on note pas, mais... Moi je suis déjà allé en psychiatrie à Montpellier. Ouais, au CHU? Ouais. Ouais. C'est ça? Montpellier. À la Colombière? Ouais. Ouais. Moi aussi, je suis déjà allée. Ah ouais? Ouais. Comme visiteur. En tant que patiente là. En tant que patiente, bien sûr. Ah ouais? Ah oui, bien sûr. Oui, on est des patients avant tout. Alors aujourd'hui, voilà, un peu plus... Maintenant, je suis plus hospitalisée, Ouais. mais pendant longtemps, j'ai fait des allers-retours à Ouais. l'hôpital. Voilà, on n'a pas parlé de pathologie, mais en fait, ou de conditions neuro, parce que c'est pas que des pathologies, mais on est concerné, ouais, on est concerné. Moi, je peux pas rentrer dans certains lieux, par exemple, là, de l'atelier bois, machin, je peux pas y foutre les pieds, parce que j'ai peur de la contamination de bestioles. J'ai peur de choper des bêtes sur moi, et donc il y a des endroits où je peux pas aller, par exemple. Tu vois, ça se voit pas forcément. Non, c'est vrai, ça se voit pas. Mais en fait, on est concerné. Sinon, je pense qu'on serait pas. On serait pas là. On serait pas là, et puis on serait pas intéressé à faire évoluer le soin, en fait, et la place qu'on peut avoir dans la société, parce que c'est ça aussi. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais quelle place on nous donne dans la société. Tu vois, tout à l'heure, tu disais réintégrer le milieu ordinaire, c'est ça que tu as dit, tu as utilisé ce terme. Moi, je trouve ça super. Ça permet aussi de réintégrer le monde. Ça peut être une façon. Ça peut être une façon de le faire. Ça permet de faire le pont, ça peut permettre ça, pour pouvoir après... Ouais, puis même les choses sont pas linéaires, tu vois. Moi, il y a eu des moments où j'ai pu faire une intervention, et puis quelques mois plus tard, Florie elle est seule parce que pour moi c'était pas possible. On n'est jamais vraiment. Bonjour. Ah. Je suis Mélanie, étudiante infirmière. Ok, enchantée. On était entre mecs là. Mais il y a Julie et Graziella qui sont là, mais là ils sont pas là aujourd'hui. Pas là aujourd'hui. Ils sont D'accord. À l'extérieur. Je crois qu'ils sont des rendez-vous là. Les moutons sont plus là. T'es sûr? On était passé où là? Putain, la glycine, t'as vu? Ouais. Ils sont pas là. C'est vrai? Waouh, elle est trop belle. Ah oui, t'as raison. Bah on leur demandera, ils ont mis des moutons. Ils les ont mangés. Parfois, il y a des patients qui nous disent je ne veux pas aller dans cet atelier parce que j'aime pas du tout. Et finalement, malheureusement, des fois, on leur dit on n'a pas le choix que de vous mettre dans cet atelier parce qu'il n'y a pas de place dans les autres ateliers. Puis après, ils ne veulent plus en partir. Voilà, ils disent il y a aussi des bonnes surprises. Oui, finalement, c'est bien cet atelier. Et du coup, il y a combien de
patients, en fait, combien de patients vous pouvez accueillir au sein de l'établissement? Alors, en même temps, on peut accueillir jusqu'à 22 ou 24 patients par jour. Voilà. C'est pas mal. Mais il faut savoir qu'on a parfois des patients qui sont déjà en ESAT, c'est-à-dire qu'ils font mi-temps, pour leur permettre de réussir leur insertion en ESAT. On propose une passerelle où ils font un petit peu la maille et un petit peu... Donc voilà, aujourd'hui vous n'avez pas vu tous les patients parce qu'il y en a qui sont déjà en ESAT mais qui continuent à venir ici. C'était aussi à leur demande, c'est-à-dire qu'ils étaient d'accord pour aller en ESAT à condition que ça se fasse de façon très progressive et qu'ils puissent avoir le temps de trouver leur marque. Que ce soit possible, franchement c'est top. Hein. Et vous êtes combien de soignants? Alors, il y a 7 infirmiers, une ergothérapeute, une assistante sociale, donc on est à 9. Il y a le cadre que vous avez pu rencontrer ce matin. Alors, il faut savoir que ici, en tout cas, c'est le constat que font la plupart des soignants, c'est qu'on se retrouve à accueillir des personnes qui sont de plus en plus en rupture avec le soin. Ce qui n'était pas le cas auparavant où on avait des patients qui avaient un accompagnement et un suivi beaucoup plus étayant et donc aujourd'hui on se retrouve à accueillir des personnes soit par exemple qui sont sans domicile fixe, donc au départ ils ont des troubles psychiatriques qui n'ont pas été pris en charge ou qui ont été insuffisamment pris en charge et qui finissent à la rue. Donc on accueille ce type de public là. On accueille aussi des migrants, des jeunes et des moins jeunes qui ont un parcours migratoire, donc aussi un parcours traumatique, mais pareil avec une prise en charge psychiatrique qui est complexe. Voilà. Donc dernièrement on a un jeune migrant qui était suivi ici mais qui prenait mal ou pas du tout son traitement et qui a commencé à développer un délire de persécution vis-à-vis de l'équipe, vis-à-vis des autres patients. Donc on n'a pas pu le garder parce que malheureusement, alors qu'au niveau du travail ici, il se plaisait beaucoup. Il travaillait au jardin et il avait, ça lui rappelait aussi son pays, comment il travaillait avec ses parents au champ, etc. Donc au niveau du travail, il n'y avait aucune difficulté, mais c'était au niveau de la prise en charge psychiatrique que ça a pêché. Et aujourd'hui aussi, malheureusement, les CMP sont débordés, les psychiatres hospitaliers sont débordés, ce qui fait que les prises en charge deviennent là aussi de plus en plus complexes. Donc on se retrouve à accueillir des personnes qui malheureusement sont de plus en plus loin du travail ou en tout cas qui ont besoin d'un accompagnement plus global que simplement la question de l'insertion professionnelle. Et puis là la question des migrants, ça relève d'autres soucis. Tout à fait. Qui concerne... du coup, l'accompagnement doit se faire aussi à un autre niveau, qui n'est pas de votre ressort, en fait. Ce jeune dont je vous parlais, qui arrivait tous les matins et qui devait appeler le 115 pour savoir s'il aurait un hébergement. Donc ça mettait aussi l'équipe pas mal en difficulté sur un plan éthique, parce que... on avait des exigences vis-à-vis de lui par rapport au travail ici, alors que le soir même, il savait pas où il allait dormir. Voilà, donc nous on les accueille parce qu'effectivement les équipes nous disent que c'est important de faire cet accueil. Je pense que effectivement c'est très important, mais parfois on se retrouve assez démunis dans nos missions. Vous ne pouvez pas faire le boulot d'autres aussi personnes qui devraient... Le matin, il fait pas trop chaud encore dans la serre. Là, on est rentré dans la serre tout à l'heure. Ouais. Et puis, comme hier, il faisait plus chaud. Après, on avait pris les barquettes, on les met dehors et on travaille dehors. On travaille dehors. Parce que... Mais la serre a des avantages l'hiver, parce qu'on est bien sous la serre. Oui. Mais l'été, non. Après l'été, on n'y rentre plus. Oui. Parce que c'est trop... C'est pas possible,
Alors moi j'ai travaillé sous serre l'été, mais je travaillais de 5h du matin à 13h et déjà... À 13h, ouais, même vers 10h déjà, ouais, ça devait... C'est sympa. Alors s'il faut aider, je vais au jardin. C'est pas mon truc que je préfère, voilà. Mais c'est vrai que, par exemple, ça m'est arrivé d'aller travailler avec les patients pour pouvoir me faire une meilleure idée de ce que j'ai vu sur papier, sur mes bilans. Oui. Donc, par exemple, il y a des périodes où on aide un petit peu au jardin. Ça m'est arrivé d'aider à ramasser les haricots, des trucs comme ça. On s'y met tous. La psychologue, tout le monde participe. Et du coup, moi, je peux voir beaucoup plus de choses à ce moment-là sur le faire, dans l'exécutif, les fonctions exécutives. Et après, moi, je travaille beaucoup avec 2 de mes collègues sur l'atelier bois. Donc, vous savez, on restaure des meubles, on construit des meubles. Et après, on fait de la tapisserie sur meubles et tout ça. Donc, c'est vrai qu'il est très créatif parce que tous les ans, on organise un marché de Noël. Voilà, vous avez dû voir les affiches un peu partout. Moi, je suis déjà venue. C'est moi qui fais les affiches. Je suis un peu la secrétaire de la Maïr, voilà. Et donc, du coup, comme j'adore ce côté créatif, on s'est bien trouvé avec mes 2 autres collègues infirmières. Il y a Madame Delmas qui est en bas et puis Madame Vallès, mais elle était pas là quand vous êtes venue. Donc c'est vrai que ce côté créatif, on s'est complété, on s'est mis à avoir des idées. Vous diriez que vous rencontrez quelles difficultés dans mon boulot? Ouais. Le manque de temps. Le manque de temps. Ouais. Parce que là, je vous parlais tout à l'heure, je disais tout ça, c'est des évaluations. Mais après, vous savez que les patients, quand on décide de les garder, on les accompagne jusqu'à 2 ans et quelques. Et là, après, mon autre travail s'enchaîne. C'est-à-dire que je ne suis plus dans l'évaluation du patient. C'est que là, je vais l'accompagner sur n'importe quoi. Tout ce qui le gêne, en fait, dans le quotidien. Je les aide à faire les CV, les lettres de motivation. Je leur fais des entretiens d'embauche simulés parce qu'ils ont rendez-vous à l'ESAT et qu'ils sont en panique. Je fais les trajets de tram avec eux. Des fois, je les aide à trouver des logements. J'appelle les agences immobilières parce qu'ils n'osent pas. On va visiter des appartements ensemble. Avec Madame Veillard, on communique énormément. D'ailleurs, on fait souvent avec ses stagiaires tous ces ateliers de... comment ils appellent ça, un peu de trucs collectifs. On a fait des ateliers pour expliquer le fonctionnement des ESAT au niveau du salaire, du chômage et tout ça. Voilà. Et après, moi, ce qui me manque, justement, c'est du temps pour bien accompagner. Pour bien les accompagner. Au-delà, pour pouvoir faire comme font mes collègues, elles ont monté une petite équipe, un petit peu, ils appellent ça une équipe mobile, où ils vont, pour nos travailleurs qui sont salariés après, ils retournent dans les AT, elles ont dû vous expliquer, voir comment ça se passe, ils font des petits bilans avec les éducateurs spécialisés, moniteurs d'ateliers là-bas. Voilà, ça permet à l'équipe de dire les difficultés ou pas, de voir comment les patients vont, de garder du lien. On garde beaucoup de liens avec eux. C'est assez génial de voir quand même ce que vous avez déployé à la Maïr pour accompagner les gens. C'est bien que tout le monde s'en rende compte. Parce que moi, je trouve que c'est vraiment... Alors déjà, moi, quand j'ai mes étudiantes qui viennent, souvent, elles sont, suivant si elles sont jeunes, elles ne connaissent pas ce milieu-là. Donc, venir en psychiatrie, alors que c'est un stage obligatoire en ergo, il y a ceux qui viennent motivés, il y a ceux qui viennent parce qu'ils n'ont pas le choix. Et donc, ils ont un peu peur. Donc, déjà, il faut leur montrer que stop, il faut arriver d'avoir peur de pathologies que les gens n'ont pas demandé d'avoir déjà. Ils sont en grande souffrance. Et souvent, quand c'est un peu compliqué, je leur montre le bon côté de la psychiatrie. Je leur montre cet autre côté de gens qui vivent avec une pathologie psy, qui arrivent à faire plein de choses et qui ont besoin de cette espèce de tremplin qu'on est à la Maïr entre le milieu de soins et le monde du travail, souvent adapté, mais c'est quand même un monde de travail. Ils ont une utilité sociale, ils ont fiche de paie, ils ont des congés payés, ils sont des travailleurs. Et nous, on fait un petit peu le chaînon manquant entre les deux, et je trouve que c'est une belle porte de sortie. Vous savez combien de temps vous faites ce podcast alors ? Ça fait 4 ans, 3 ans, 4 ans Presque 4 ans. Ouais. Presque 4 ans. Et une des raisons pour lesquelles on l'a fait aussi, c'est justement pour essayer de déstigmatiser les patients, la psychiatrie, les troubles psychiques. Tu peux être fier de t'en sortir aussi. Ouais, c'est bien. Bah ouais. Et de raconter ce qui t'est arrivé. Peut-être fier d'être sorti d'être tombé plus bactère et d'être remonté à un niveau où tu peux vivre, Mais tu peux pas dire des fois il y a pire que ce que t'as vécu, genre, il y a vraiment pire, genre. Ah oui, il y a vraiment pire, ouais. Il y a toujours pire. Et dire que ça pourrait être pire, putain. Ouais. Moi je me dis ça tous les jours. Ça pourrait être vraiment pire, ouais.
les problèmes psychiatriques, c'est trop médiatisé dans le côté négatif. Dans le côté où c'est que y a une agression, normal, c'était un schizophrène. Quoi, en fait. Ils prennent pas en compte le fait que souvent la majorité des personnes qui se font agresser, c'est des schizophrènes, par exemple. Enfin, ils sont plus en danger que ceux qui mettent les gens en danger, quoi. C'est ce regard-là, quoi, en fait, qui me... Oui, puis en fait, dès qu'il y a une personne qui agresse ou tue, on va tout de suite, si la personne a ne serait-ce que le moindre bagage psy, on va tout de suite le sortir comme si c'était le cause à effet, quoi, comme si c'était tout de suite relié, quoi. Ou quelqu'un qui fait une dépression et qui, on va dire, c'est parce qu'il est, en fait, il était en colère, mais parce qu'il est dépressif, quoi. Mais non, il y a peut-être autre chose, quoi. En fait, c'est vraiment, ce regard-là de la société qui est orienté. Et pas orienté, à mon sens, comme il faut, quoi, en fait. Vraiment, finalement, je m'aperçois de la journée que ce qui ressort, c'est vraiment le lien qui se crée, quoi, entre les patients, entre vous et les patients, le personnel soignant aussi, on voit que... Oui, après le fait ils peuvent rester longtemps aussi, ça peut aller jusqu'à 2 ans, et on est tous les jours ensemble, quoi, en fait, c'est vraiment, ça fait partie un peu de la psychiatrie institutionnelle aussi. En tout cas, ici, ce qui est très agréable aussi, je trouve, c'est là, on sent la notion du temps, on sent qu'il y a le temps, en fait. C'est ça. Et ça, c'est hyper agréable, quoi, franchement... Alors je sais pas, peut-être c'est aussi parce qu'il y a des poules, des moutons, non mais voilà, les plantes qui poussent, enfin tout ça c'est du temps en fait, tu vois. Ce que moi je regrette dans la tendance générale aujourd'hui, c'est l'inclusion à tout prix, et parfois même c'est l'effacement de la singularité, c'est l'effacement du trouble. Je prends par exemple... certains projets d'insertion où on fait fi des difficultés de la personne parce qu'on estime que ça la stigmatise plus qu'autre chose, alors que moi je trouve que c'est important de tenir compte des difficultés parce que pour moi c'est pas de la stigmatisation, contraire, c'est prendre soin de la personne que de lui dire tu souhaites faire ça, d'accord, mais il faut que tu aies conscience que tu as cette fragilité-là, tu as cette problématique-là, il faut que tu la prennes en compte dans tes projets. Donc moi, c'est ce que je regrette par rapport à la prise en compte soit du handicap, soit de la pathologie psychiatrique, puisque c'est le sujet qui nous intéresse, de parfois avoir tendance à négliger la pathologie sous couvert d'inclusion et de non-discrimination. Surtout que c'est pas forcément parce qu'on parle pas de la pathologie qu'on déstigmatise. Exactement. Et puis il y a une différence aussi entre inclusion et acceptation en fait. Enfin moi je sais, on a un petit souci quand même avec le terme d'inclusion parce que c'est encore inclure par rapport à une norme, alors qu'au lieu de justement de se dire ok en fait il y a des personnes qui fonctionnent tous différents, on fonctionne tous différemment. Je suis superposée. C'est une autre forme de normalisation en fait, finalement. C'est une autre façon de normaliser et ça peut être très violent aussi en fait. Et on n'a pas vu les moutons ce matin. Oui, on s'est demandé parce qu'on nous a dit qu'on les avait déplacés, mais on les a cherchés partout. Alors il faut savoir que les moutons, ils en avaient marre aujourd'hui d'être dehors, ils se sont réfugiés dans la bergerie très tôt. C'est vrai ? Oui. D'accord. Très tôt. Donc si vous voulez aller les voir après, vous pourrez, mais ils se sont eux-mêmes confinés dans la bergerie aujourd'hui. D'accord. Je pense que dans le champ où on les avait mis, il n'y avait pas assez à manger et qu'ils savaient que dans la bergerie, il y avait du foin et que là, ils seraient... Donc c'est pas nous qui... Non, vous les avez pas fait fuir. Vous les avez pas vus la dernière fois ? Si, mais vous nous avez parlé de Joker. Oui. C'est quoi l'histoire Vous pourrez raconter l'histoire de Joker. Alors... Il était une fois l'histoire de Joker. Joker est donc un agneau qui est maintenant devenu adulte, mais qui a été rejeté par sa mère. Ouais. Donc il ne le nourrissait pas. Et donc l'équipe s'est ici prise d'affection pour Joker et a décidé de se substituer à sa maman. Et donc on a nourri Joker au biberon. Et comme il faisait froid, parce que je pense que c'était une période un peu hivernale, on l'avait aussi mis à l'abri avec nous. Et comme Joker, il faisait pipi, il faisait ses besoins partout, il a mis une couche aussi pour éviter d'avoir à nettoyer toutes les 5 minutes.
Voilà, donc pendant quelques temps, on a nourri Joker au biberon et on s'est occupé de lui. Et en fait, c'était devenu un agneau domestique parce qu'il nous suivait partout. Et puis quand on le remettait avec ses congénères, il râlait parce qu'il voulait être avec les humains. Il se prenait pour un humain, en fait. Voilà. Et du coup, qui a décidé de l'appeler Joker ? Oui, on s'est demandé parce que c'est drôle. Quand même, Joker, l'histoire du Joker, quand même. Alors malheureusement, l'infirmière qui a fait ce choix-là n'est pas là aujourd'hui, mais on a longtemps effectivement réfléchi. C'est une infirmière qui oui. Quand même, parce que bon, quand on pense à l'histoire du Joker, qui est quand même un psychopathe. Oui, Joker. Abandonné par sa famille. L'agneau. Je crois, c'est ça. Faites attention à la vie maintenant qu'il est adulte. Donc vous disiez que vous êtes étudiante infirmière. Ouais. Si vous pouvez vous présenter rapidement l'une et l'autre. Mais du coup, Lou, étudiante infirmière en 2e année. Et moi, Mélanie, étudiante infirmière en 2e année aussi. D'accord, ok. Sur Montpellier ? Oui, sur Montpellier. D'accord, et c'est quoi votre première impression du coup votre impression du lieu ? Première impression, c'est pas le même cadre que l'hôpital, quoi. Oui, c'est très différent. Change. Ouais, c'est sûr. Ouais, ça change. Après, on connaissait pas du tout. Enfin, moi, je connaissais pas, par exemple, qu'il existait des ateliers comme ça, en psychiatrie. Et ça fait du bien de sortir un peu de l'hôpital quand même ou pas ? Oui. Ça change beaucoup, ouais. D'habitude, on n'est pas dehors du tout. Là, en plus, c'est le printemps, c'est plutôt simple. Ouais. On a plus le temps aussi de prendre en soin les patients, de parler avec eux, de faire connaissance. Alors que quand on est à l'hôpital, c'est vraiment protocolé, quoi. Ouais. Déjà, le fait qu'on n'a pas de blouse aussi. Et oui, ça change, ouais. Il n'y a pas la même distance. Et tout de suite, ça met sur un pied d'égalité. Et du coup, vous êtes vous vous dispatchez sur les différents ateliers ou vous pouvez être en électron libre. Là, vous faites comment ? Vous avez... On a fait les 2 premières semaines où on devait faire un atelier à peu près par jour. Et là, maintenant, on est chacune sur un atelier différent. Qu'on a choisi nous-mêmes. D'accord. Voilà. Donc, vous êtes sur quel atelier, là ? Moi, je suis à peinture sur bois, tapisserie. Et moi, entretien des locaux et cuisine. Ok, c'est vrai que je t'ai vu tout à l'heure préparer le repas. C'est ça. Et après, je t'ai vu jouer au baby-foot aussi. Ouais, je passe un peu du temps avec les patients. C'est super. Non, franchement, ils sont bien. Et le temps de faire la relation de confiance aussi avec les patients. Oui, c'est important, carrément. Ils s'ouvrent de plus en plus à nous. Plus le temps passe et plus... Oui, plus le jour où vous allez partir. Ouais. Et des endroits comme la Maille, il y en a pas en fait. C'est un endroit assez unique. Il n'y en a pas beaucoup en France, oui, j'ai l'impression qu'il n'y en a pas. Il doit y en avoir quelques-uns, mais peut-être. Mais ça leur fait vraiment du bien aux patients, par contre, on le remarque. Ouais, vous le voyez que c'est quelque chose. Vous sentez que ça leur fait vraiment. C'est bénéfique, quoi. Il y en a, on leur demande ce qu'ils ont fait ce week-end, il y en a qui vont nous répondre rien. Et parce qu'ils sont pas forcément d'amis, qu'ils sont pas de famille. Et du coup, là, ça les fait vraiment sortir, quoi. Et ça leur donne un rythme, même des fois, ils s'entendent bien entre eux, ils se voient à l'extérieur, ça leur fait un peu un entourage aussi. Et même le fait de nous parler tout le temps, ça leur fait du bien, en fait. Mais c'est ce que je disais avec Madame Blaillac, c'est un peu comme une famille recomposée pendant un certain temps. C'est ça. Surtout qu'ils restent ici entre 5 à 2 ans, il me semble. Ils nous expliquaient qu'ils voyaient l'évolution aussi des patients au J1 jusqu'à... Même quand on regarde des dossiers, des fois on voit que nous, le patient qu'on voit maintenant, il n'est plus du tout comme il était décrit sur les dossiers avant. Donc, après, on regarde pas forcément, au début, on se donne déjà notre propre... oui, et puis voilà. On essaie de pas juger, en fait. Après, c'est tout nouveau pour nous aussi, la psychiatrie. Et oui. Ça vous fait pas peur ? Non, ça va, moi. Moi, au début. Un peu. Mais après, c'est bien parce que même dans les services comme la médecine, on peut avoir des personnes qui ont des troubles. Et du coup, on va savoir plus les prendre en soin que... c'est super important. Ah bah oui. Ça se dit pas à la Maïr.
Je vais vous raconter les fêtes, on a fait Koh-Lanta quand même. Ah bon? Comment Alors, chaque année, on fait 2 fêtes. On fait donc notre fête de Noël, où on essaye de trouver un petit truc un peu culturel à faire, ou un musée, ou une sortie, ou un truc un peu amusant ou culturel, et un resto. Donc une fois, on a fait les Beaux de Provence, avec l'expo qu'il y avait. Voilà, exactement, c'était magnifique. La dernière fois, je crois que c'est l'hiver dernier, on a fait un bowling tous ensemble. Mémorable. On se demandait qui... Il y a des soignants il faudrait qu'ils arrêtent de jouer au bowling, moi par exemple. J'étais pas... Voilà, donc c'est génial parce qu'on a mélangé les équipes. On a mélangé... Ah ouais, c'était horrible le bowling pour moi. C'était horrible. Mais enfin, bon, il y en a qui m'ont surprise. Elisabeth m'a surpris quand même. Je pense qu'elle fait ça tous les week-ends. Madame David aussi. Incroyable. Donc les patients, là, on les voit, on est au dehors. On prend les navettes, on loue d'autres navettes. Moi, je fais des quiz, on chante dans la navette. Et voilà, moi, je trouve que c'est génial parce que ça les met dans un moment de vie qui n'est plus le travail. Et donc, ils se sont fait beaux pour aller au restaurant. Donc voilà, donc on fait ça comme ça chaque année. Une fois, on avait fait le marché de Noël. Une fois, on avait fait un musée, je crois. Enfin, bref. Et l'été, avant que tout le monde commence à partir en congé, on fait la fête de l'été à la Maïre. Et où on le fait sur site. Et on organise des jeux. La dernière fois, on avait fait des équipes avec des ateliers. On fait des olympiades. Moi, je fabrique des totems d'immunité ici, dans mon atelier d'ergo, qu'on cache partout. Et une fois, Elisabeth et les patients les avaient cachés là où il y avait des nids de guêpes. Donc, tout le monde s'était fait piquer. C'était très rigolo. On a fait des Koh-Lanta avec des épreuves sur les poteaux, avec des jets d'eau. Des trucs, on devait ramasser des trucs dégueulasses dans de la farine, enfin bon, voilà. Et on fait des jeux, on a fait des ateliers karaoké, des trucs. Moi, je les ai fait danser, je leur ai fait une cours de Zumba. Où les patients faisaient pas trop de Zumba, mais mes collègues beaucoup, ça les a beaucoup amusés. Et on fait des barbecues, voilà, on essaye de leur faire une fête. En tout cas, c'est bien ce que vous faites, je vous remercie. Merci à vous, j'allais justement vous dire merci, et puis... Et vous allez tout couper? Il n'y aura pas l'intégralité de ce que vous avez dit. Oui, c'est sûr. Pourtant, c'était beau ce que je disais. Ah non, je rigole. Ça se dit pas. Les rencontres. Et puis on va vous laisser le mot de la fin. Alors si vous avez Le mot de la fin. Surprise. Vive la vie. Ouais, vive la vie, surprise. C'est le poisson d'avril, non? Ok. Un mot? Pas obligé. Pardon? Vive la vie. Ok. Vive la vie. Ok. Vive la Maïre. Vive la Maïre. Vive la Maïre, ouais. Ça ne se dit pas.